Alors tout d'abord, je me permets de présenter CADFEM, à ceux qui ne nous connaissent pas, ainsi qu'ANSYS. Donc peut-être me présenter moi-même aussi, je vais remettre la vidéo pour me présenter. Je m'appelle Bernard Feuillard, je suis ingénieur simulation pour l'entreprise CADFEM. Je suis basé en Suisse, à Renan, juste à côté de Lausanne. Et CADFEM, c'est une entreprise qui apporte des solutions pour la simulation numérique. C'est une entreprise qui existe depuis plus de 35 ans, donc c'est-à-dire que on contribue au développement de la simulation numérique depuis ses débuts, en tout cas à un niveau industriel. Et on est présent dans de nombreux pays, essentiellement l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et la France. On compte plusieurs centaines d'ingénieurs, donc essentiellement des ingénieurs pour le pôle principal, donc francophone ou germanophone. On est présent aussi dans d'autres pays. Et ces ingénieurs-là, on a tous nos spécialités. Donc, il y a des experts en mécanique, en fluidique, et puis des experts aussi par industrie. C'est un plus dédié à l'automobile. Et puis bon, pour ma part, j'essaie de rassembler les problématiques horlogères et de faire le va-et-vient entre le logiciel et les utilisateurs. Donc, essayer de vous expliquer ce qu'on peut faire avec les solutions actuelles. Et à l'inverse, si vous avez des problématiques auxquelles il n'y a pas les réponses, de faire remonter en 6 les problématiques, vos problématiques, de manière à ce que les solutions soient développées et aillent dans ces directions-là. Et vous verrez, il y a plein de choses qui ont été mises en place pour les horlogers. Donc AdFem, c'est ce qu'on appelle un Elite Channel Partner d'ANSYS, donc un partenaire élite d'ANSYS. Ça signifie qu'on distribue le logiciel. Plus que cela, puisqu'on distribue aussi des extensions du logiciel ANSYS. Alors ANSYS, peut-être pour le présenter, c'est le nom du logiciel, c'est le nom de l'entreprise qui développe le logiciel, et c'est le leader sur le marché. C'est ANSYS qui compte le plus grand nombre d'utilisateurs à la surface de la planète. C'est pas un nouveau logiciel, c'est un logiciel historique. Donc c'est un logiciel, on va dire professionnel, robuste, utilisé dans d'autres industries extrêmement critiques, que ce soit le médical, le nucléaire, l'automobile, l'aéronautique. Désolé pour ceux que j'ai pas cités. Et donc au-delà du logiciel, puisque la simulation ça va au-delà du logiciel, il y a aussi tout l'accompagnement qui va autour, et c'est là aussi notre vocation pour démocratiser la simulation, pour vous aider à votre échelle sur vos problématiques. On a toute une série de services, à savoir déjà l'explication. Quels sont les modules, quelles sont les solutions techniques ou commerciales qui correspondent à vos besoins. Les webinaires qu'on donne actuellement, c'est aussi, voilà, ça rentre dans ce cadre-là, d'expliquer ce que permet de faire la simulation. On donne des formations d'introduction, comme des formations très poussées sur l'utilisation du logiciel. On réalise des mandats de calcul, donc même si vous n'avez pas ANSYS, ou si vous l'avez mais que vous n'avez pas les ressources ou les compétences pour certaines problématiques, on réalise très volontiers les calculs pour vous, on vous donnera les rapports et les modèles. Ça, vous les aurez. Si vous voulez calculer par vous-même la prochaine fois, vous n'aurez plus qu'à réutiliser ces modèles-là. Et s'il y a besoin de se former, on peut le coupler à une formation, et comme ça, vous avez le savoir-faire. Et enfin, dernier point, tout ce qui est support technique. Quand vous êtes utilisateur ANSYS, en passant par CADFEM, vous avez accès au support technique de CADFEM, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est disponible du lundi au vendredi pour répondre à vos questions. Donc il y a une adresse email que vous pouvez retrouver sur le site internet, aussi un numéro de téléphone, et vous nous contactez, puis on répond soit immédiatement, soit dans les quelques heures qui suivent. Voilà. C'est du support interactif qui attend pas. Voilà, l'idée c'est pas d'attendre une semaine, de pas être bloqué. C'est vraiment de pouvoir aller de l'avant. Et même si vous êtes seul à utiliser les logiciels ANSYS dans votre entreprise, vous n'êtes pas seul puisque vous avez accès aux ingénieurs CADFEM pour poser vos questions. Donc CADFEM et l'horlogerie, ça date de plusieurs années, depuis plus de 20 ans. On travaille avec énormément d'horlogers, que ce soit de très grosses entreprises qui ont des équipes dédiées à la simulation, ou que ce soit des petites entreprises, voire des indépendants, qui vont utiliser de manière irrégulière le logiciel en combinant des phases de conception et de simulation. Donc, ce que je veux dire déjà par là, c'est qu'on a beaucoup d'expérience en horlogerie. On a aussi les produits d'un point de vue technique et commerciaux qui correspondent à vos problématiques, qui que vous soyez, quel que soit votre positionnement sur le marché ou votre taille.
Là, c'est 2 exemples. On a plusieurs case studies qu'on publie, chaque année. Peut-être je pourrais mettre à jour, j'ai montré les mêmes la dernière fois, comme ça il y aurait pas de jaloux. Vous pouvez les retrouver sur notre, site internet. Donc ça, ce sont des projets qu'on a le droit de diffuser, qui ont été, écrits en collaboration avec nos clients. Là, c'était un exemple pour la montre, la maison Ferdinand Berthoud, auquel il y avait l'idée d'avoir ici, un ressort, spirale plat dont le centre, donc, de gravité, le centre géométrique ne bougeait pas. On le sait, un spiral plat, pour ça qu'on utilise du Breguet, bah, dès qu'on l'enroule, le centre va bouger énormément. Et là, l'idée, c'est que on a joué sur les épaisseurs du ressort pour arriver à une géométrie telle que les différentes rotations n'induisent pas de variation ou très peu de variation du centre géométrique. Et c'est pas uniquement cela, c'est aussi que le cahier des charges en termes de fréquence, en termes de couple, sont corrects. Voilà, on remplit le cahier des charges. Donc c'était un double challenge là-dessus et c'était aussi une des raisons pour laquelle, cette montre-là a eu, le, grand prix, un grand prix, pour le Grand Prix de Genève, Grand Prix horloger de Genève. Là, c'est un autre exemple, de la marque, Audemars Piguet sur le développement, d'un quantième. Donc ça, ce sont des développements qu'on réalise aussi, des simulations qu'on réalise, régulièrement, de regarder, notamment ce qui va se passer d'un point de vue dynamique. Est-ce qu'on va avoir un double saut ou non? Et bien de travailler ensuite sur le système pour, minimiser les couples requis, tout en évitant d'avoir des, problématiques de double saut. Dans la présentation aujourd'hui, elle se veut vraiment horlogère là sur cette séance-là, c'est-à-dire de regarder spécifiquement non pas, heu, les modules ainsi, mais de regarder ce qu'on fait pour chacun, des exemples horlogers. On va parler du mouvement, il y aura beaucoup de choses qu'on pourra dire dessus et on va parler de l'habillage, il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus. Les dernières fois, j'ai commencé par le domaine de l'habillage. Cette fois-ci, je vais commencer, par le domaine du mouvement. On va commencer par la base du mouvement. Je pense que ce qui est extrêmement standard dans l'horlogerie, les études de ressort. Donc les études de ressort, peut-être avant d'aller dans heu, de parcourir la slide, je vais montrer à quoi ressemble un TSIS et ce qu'on fait avec un TSIS. Donc un TSIS, ça ressemble à quoi? Tout d'abord, quand on ouvre un TSIS, on va ouvrir ici ce qu'on appelle le workbench ou l'établi numérique dans lequel on va pouvoir mettre nos différentes simulations. On dispose d'une boîte à outils qui va nous permettre de faire plein de choses, que ce soit des analyses structurelles, des analyses acoustiques, des analyses dynamiques. Et chacun de ces outils-là, on les retrouve dans notre tiroir à gauche. Si je fais une analyse structurelle, j'ai plus qu'à glisser mon bloc sur mon établi et ensuite à me laisser guider. Je renseignerai ici les propriétés matériaux, ici la géométrie, clic droit, insertion, importer la géométrie, et ensuite j'ouvrirai le modèle Mechanical. Ce qui est bien avec ce logiciel Mechanical, où on réalise le calcul, c'est que l'interface graphique est unique. Qu'on puisse travailler sur du thermique, sur de la statique, sur du dynamique, on va avoir à l'écran exactement les mêmes choses. Donc ça permet comme ça aux utilisateurs de passer d'une physique à l'autre sans avoir trop de soucis. Là, c'est un exemple qu'on fait dans la formation, ANSYS pour les horlogers. Donc c'est quelque chose qui se veut être simple et qu'on apprend extrêmement vite à mettre en place et qui ne prend presque pas de temps, de calcul. On est en train de parler ici d'une simulation de moins d'une minute. Donc l'idée, c'est que j'ai là un sautoir qu'on va venir précontraindre et ensuite on va faire tourner la roue et on va regarder les couples nécessaires à tourner pour tourner la roue, pour vaincre la force du sautoir dans un sens ou dans un autre. Donc si on peut regarder avec la simulation ce qui se passe au niveau de notre système, on va avoir une vue, à travers la matière, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir la valeur des contraintes, où est-ce que les valeurs principales, les valeurs maximales des contraintes se situent. Donc là où ça travaille au niveau du ressort là, au niveau de la lame du sautoir, c'est dans cet endroit-là essentiellement. Donc si c'est un acier de type Durnico, ben on sait qu'on est en dessous de la limite élastique, donc on est satisfait. On peut avoir ici une valeur de la marge par rapport à la limite élastique. C'est ce que nous permet de faire la simulation. Et au-delà de ça, on va pouvoir regarder aussi le couple qui est requis pour tourner la roue. Donc là, on aurait le moment de réaction qu'on va regarder, je vais montrer peut-être uniquement en Z. Voilà. Donc là, on a le moment de réaction, la petite vidéo en Z en tout temps lors de la rotation.
Si on veut avoir le moment en fonction de la rotation, il suffit de faire un petit diagramme et là on verra qu'en fonction de la rotation, le moment évolue. On va commencer avec une rotation de 0, on va jusqu'à moins 11,5 degrés. Au début, il va nous falloir un couple négatif. Vu l'orientation des axes, ça signifie qu'il faut forcer pour tourner la roue, c'est normal, il y a un sautoir. Donc on voit qu'il nous faut ici 0,13 Nm. Et ensuite, on voit une inversion du couple. Pourquoi? C'est parce que le sautoir commence à être moteur. Donc il faut freiner la roue et c'est pour ça qu'on a une inversion du couple. Et on se rend compte que le sautoir va nous donner un couple qui est beaucoup plus grand que ce qu'on a dû lui donner pour arriver au, au niveau de la position sautoir sur sommet de la dent. Bon, ça, c'est toujours intéressant. Il nous faut moins de couples que ce qu'on nous restitue après. Alors, il n'y a pas de magie, hein, il faut avoir une vision plus énergétique de la chose. On a mis ici un couple relativement faible, mais pendant une rotation assez grande. Ça va nous faire une énergie. Et ensuite, lui, il va nous le restituer sur une rotation qui est plus courte. Mais comme ça nous permet de comprendre ce qui s'est passé. On a chiffré le moment, on peut maintenant faire des études comparatives. Qu'est-ce qui se passe avec tel coefficient de frottement? Qu'est-ce qui se passe avec telle précontrainte? Qu'est-ce qui se passe avec telle valeur ou forme de dent? Et on va pouvoir arriver aux valeurs qui correspondent à notre besoin. Donc voilà un petit peu pour une vision d'ensemble. D'ailleurs, derrière, si on veut faire des études de fatigue, c'est uniquement de l'évaluation des résultats qui va se baser sur les contraintes. Et nous, on va renseigner les différentes caractéristiques qui vont correspondre à notre problématique de fatigue. On peut voir bien plus que cela par la simulation. On peut regarder où est-ce qu'on va avoir de la traction par rapport, ici en rouge, par rapport où est-ce qu'on va avoir de la compression, ici en bleu. Donc tout ça, ce sont des résultats qu'on peut obtenir de manière aisée. On peut regarder les vecteurs de force aussi, hein. Donc si vous voulez représenter des problématiques d'arc-boutement, par exemple, eh bien, le logiciel aura aucun souci pour le gérer. Et au-delà de ça, vous pourrez visualiser ce qui se passe en tout point de la simulation. Voilà donc pour une petite introduction. Donc voilà, comme je disais, c'est quelque chose qui est simple, qu'on apprend rapidement, qui est extrêmement rapide à tourner. Donc on parle ici sur un laptop, hein, de moins d'une minute et on obtient des résultats qui sont très intéressants, qui sont très précis. Dès qu'on a des calculs de ce type-là, les propriétés matériaux sont très connues en général. On a vraiment une précision de l'ordre de quelques pourcents, hein, par rapport à la réalité. Sachant qu'en réalité, il y a aussi des variations sur la mesure. Donc au final, d'avoir 1 ou 2 d'écart quand il y a des variations qui sont aussi conséquentes sur la mesure, bien c'est quelque chose qui est extrêmement euh, appréciable. Donc pour ces calculs-là qui vont constituer dans le domaine du mouvement heu, une très grosse partie du temps de développement, eh bien ce sont des options qui s'y inscrivent parfaitement et qui vous permettront de générer plusieurs variantes. Là, si je veux changer la géométrie, j'ai plus qu'à changer la géométrie, là je vous ai montré précédemment, cliquer sur Solve, puis tout va être remis à jour automatiquement et j'aurai les nouveaux résultats. Donc maintenant je me lance un petit peu sur les autres aspects qu'on peut couvrir, sur les ressorts. Donc on peut réaliser des calculs de fluage. Donc là, ça avait été fait ici sur ce ressort là, pour des quantièmes. Donc de regarder la relaxation des contraintes. Dès qu'on a des ressorts qui vont être compressés pendant une grande partie du temps, bien ils vont permettre de récupérer le couple que l'on souhaite au début, mais au bout de quelques mois, peut-être qu'il y aura une perte de couple et qu'on aura un blocage du système. Donc là, c'était un exemple où on avait mis en place une courbe un modèle de fluage et en quelques secondes, on avait obtenu les résultats qu'il fallait, pour lesquels il fallait plusieurs semaines ou plusieurs mois de tests dans les laboratoires. On peut aussi travailler sur l'usure, donc de regarder eh bien, euh, les pressions de contact, ce que va faire le logiciel, il va calculer le taux d'usure basé sur la loi d'Archard. Il va ensuite modifier la géométrie. Vous voyez ce plateau là de contact, il augmente. Le maillage est réinitialisé automatiquement, on n'a rien à faire et on va pouvoir voir eh bien, au cours du temps l'usure telle qu'en réalité avec finalement une surface stabilisée, là où les pressions de contact seront plus petites parce que la surface sera plus grande. Donc on aura un système qui sera complètement rodé.
Et au-delà de ça, on peut automatiser les optimisations de ressorts. On donne un ressort avec des paramètres qui définissent au niveau des, des courbures, par exemple, au niveau des épaisseurs. Et c'est le logiciel qui, sur la base des objectifs, par exemple, de courbes, des objectifs de contraintes, va jouer sur ces caractéristiques géométriques jusqu'à arriver à un nouveau design. Ici, c'est ce qui avait été fait sur ce ressort de tirette. On peut réaliser aussi des études type Six Sigma. Donc, comme je suis arrivé, j'ai terminé en retard, je pense que vous avez entendu l'explication sur la fin de la séance précédente, qui est, bien qu'en input, on va donner des gaussiennes pour chacun des inputs. Chaque input a sa gaussienne. Donc, pour une tolérance géométrique, bien, elle peut être centrée sur le nominal ou non, ça dépend, hein. Et nous, on regardera la probabilité que tel ou tel output remplisse le cahier des charges. Donc, quelle est la probabilité d'avoir telle coupe? Quelle est la probabilité d'avoir telle valeur de contrainte? Voilà ce qu'on peut faire sur les ressorts. Donc ça part de choses très simples, comme les études de couple et de contraintes, à des choses eh bien, qui peuvent paraître plus avancées, comme le fluage. Le fluage, c'est simple une fois qu'on a la courbe de fluage. L'usure, un petit peu plus complexe, ou alors des études qui sont paramétrées. Tout ce qui est étude de rouage. Donc, quand vous avez des rouages, l'idée c'est de pouvoir calculer déjà le rendement. Ça, c'est des choses simples aussi. Donc, on peut travailler des rouages plans avec des rouages 3D. Donc, il n'y a pas de limite à ça. On a en moins d'une minute le calcul du rendement tel que vous pouvez le voir ici. Alors là, c'est pas le rendement en soi, mais ça va être les variations de couple qui sont requis pour tourner nos roues par rapport à l'autre. Et donc cette variation, elle provient tout simplement du design en soi. Est-ce qu'on a une ou deux dents en contact en même temps? On peut s'amuser aussi à faire varier l'anthrax et de voir comment cette courbe va changer. Pourquoi est-ce que le rendement n'est pas de 1? Tout simplement parce que, à cause des coefficients de frottement, de la géométrie, des variations géométriques, on va avoir eh bien, une partie de la transmission de force qui va se faire de manière purement radiale. Et donc, on va transférer notre force au palier et non pas sur quelque chose qui est tangentiel, sur quelque chose qui amène du couple derrière. Donc ça, on va pouvoir le représenter sans souci. Si jamais on passe en flexible, on va pouvoir aussi regarder les pressions au niveau des dents. Et ça, c'est vachement important si on veut déjà éviter des problèmes de vibration qui nous plaisent pas. L'idée, c'est d'être bien centré sur la dent et ensuite, en ayant la valeur au niveau des pressions de contact, de pouvoir, par comparaison des designs existants, estimer le risque d'avoir des problématiques d'usure ou non. Plus la pression de contact sera faible, moins il y aura d'usure. Les études de vis, donc il y a plein de manières d'étudier les vis. Ici, je le présente sur cet graphe-là sous l'option eh bien, de valeur de risque de rupture. On peut faire les mêmes graphes de ce type-là avec les risques de dévissage. C'est-à-dire que le logiciel va intégrer les pressions de contact, va regarder s'il y a un risque de déplacement relatif entre les deux. Si oui, c'est qu'avec des effets vibratoires, la vis va forcément se dévisser, c'est juste une question de temps. Et donc, vous aurez cette valeur de risque de dévissage au niveau de vos systèmes. Donc, on peut étudier du coup la casse et les risques de dévissage sans souci sur ce système-là. Travailler après sur les rigidités, travailler sur les valeurs de précontrainte. Hein. On simule la précontrainte, bien sûr, dans ces modèles-là. Et donc, il y a une vision vraiment d'ensemble au niveau des modèles. C'est aussi des choses qui ne sont pas très complexes à mettre en place. Fabrication additive, j'aurais pu en parler au niveau habillage, j'en parle ici au niveau mouvement parce qu'on est en train de parler de pont. Donc l'idée, c'est si vous voulez utiliser la fabrication additive, il y a tous les outils qu'il faut pour le faire. Vous commencez avec une géométrie initiale et ensuite le logiciel va vous proposer une géométrie différente sur la base des cas de charge que vous avez évoqués. Par exemple, vous dites que votre pont, il va subir un chargement, notamment lorsque la montre subit 5000 G, par exemple. Et donc, c'est important d'avoir un système qui est assez rigide pour ne pas trop se déformer sous 5000 G. Mais en même temps, on veut quelque chose qui est léger. Et donc, on va réaliser cette étude dite optimisation topologique qui va vous fournir la géométrie. La géométrie est un résultat. Ce que j'aime bien avec la partie optimisation topologique, c'est qu'au-delà du résultat, ce qui est intéressant, c'est que c'est générateur de concepts.
vous changez un petit peu tel ou tel paramètre et vous pouvez avoir une géométrie qui va être différente. Ça va être générateur d'idées et ça va vous aider aussi pour la conception. Une fois que vous êtes satisfait ou que vous avez redessiné vous-même votre géométrie, il y a des liens aussi pour passer de ce que Ansys vous fait à une géométrie propre de type CAD. Vous pouvez simuler la fabrication additive. L'avantage de la simuler, c'est d'anticiper toutes les problématiques thermiques et structurelles lors de la phase de fabrication. Voilà. Donc là, j'ai parlé de statique jusqu'à présent, de contraintes, de force, de couple, euh, de rendement. Et maintenant, on va regarder tout ce qui est dynamique. Donc en dynamique, qu'est-ce qu'on peut faire? On va parler d'abord de la base, ici avec l'échappement en encre suisse. Donc l'idée là-dessus, on peut faire plein de choses. Il y a l'idée du rendement, il y a l'idée peut-être de regarder ce qui se passe selon le couple en entrée qui va être dépendant du barillet. Est-ce qu'il est complètement chargé? Est-ce qu'il est extrêmement déchargé? On en déduira par exemple aussi des valeurs d'amplitude maximale au niveau de notre balancier. Est-ce qu'il y a un risque ou non de venir heurter l'encre? Donc ça, c'est des choses qu'on fait régulièrement, hein, on le compare à des mesures. Donc il y a pas de, c'est des choses voilà, qui sont vraiment connues et sur lesquelles on sait qu'on a des précisions qui sont très élevées. Voilà, ces outils multicorps qui permettent de réaliser ça. Sur un quantième, ici on a un quantième simple instantané. Donc on va avoir ici le doigt qui va pousser la bascule et puis arrivé à minuit, la bascule va venir entraîner le disque de quantième. L'idée c'est qu'on aurait une petite fenêtre ici pour visualiser eh bien, la date et on va se poser comme question, est-ce qu'on passe bien du jour 2 au jour 3 et non pas du jour 2 au jour 4 ou au jour 5? Est-ce qu'on a possibilité d'avoir un double saut ou un triple saut? Donc là, on est obligé de faire des calculs qui sont dynamiques parce que c'est à cause des inerties que ces problématiques-là vont se passer. Si vous changez le matériau du disque, par exemple, c'est ce qu'avec un autre matériau, vous n'aviez pas de souci. Vous changez le matériau, vous allez peut-être avoir un souci. Donc l'idée, c'est qu'on n'a pas besoin de fabriquer, on le simule d'abord et on se rend compte si on a des problèmes ou non. Si on n'en a pas, c'est bon, on peut fabriquer. Si on en a, il va falloir travailler un petit peu sur les géométries, sur les ressorts, etc. On peut travailler sur d'autres choses, par exemple là-haut, alors on le voit pas, mais ça serait, un arbre qui supporte un rouage et là, c'est un mouvement de type, un PS ici, hein, donc c'est vraiment un roulement, horloger standard avec, ici une bague entre les billes. Donc on a possibilité, c'est nouveau, hein, qu'on puisse faire ça, de simuler vraiment la dynamique avec autant de corps, avec autant de contacts. C'est des choses qui se font en des temps de calcul qui sont très acceptables. Là, on a une simulation avec un cliquet magique, Magic Lever, ou un cliquet inverseur, vous l'appelez comme vous voulez, avec ici une roue liée à la masse oscillante, et l'idée qu'on doive tourner cette deuxième roue dans toujours la même direction. Donc on a aussi toute une série d'outils qui permettent de travailler là-dessus, de regarder combien de dents on va passer avec le cliquet, de regarder le rendement au final du système. Et on peut évaluer bien entendu les couples, les contraintes au niveau du système. Enfin, le chrono, donc ici au niveau du chronographe, on simule bien, heu, déjà d'un point de vue, cinématique, vérifier que tout se passe comme, désiré. Au-delà de la cinématique, d'un point de vue dynamique, quel est le temps qu'il faut pour stabiliser l'aiguille lors de la remise à zéro. Donc là, ce sont vraiment des effets inertiels, de la même manière qu'on l'avait vu avec le quantième. Mais aussi, vous voyez, il y a des pièces qui sont flexibles, donc on va pouvoir obtenir comme résultat les contraintes au niveau des pièces, mais aussi les forces au niveau des poussoirs. Donc il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont déjà vu cette vidéo-là, mais de manière un peu différente, c'est normal, c'est une vidéo que je viens de refaire sur un autre module d'Ansys. Sans aller dans les détails, je me permets juste de présenter le résultat d'innovation continue du logiciel Ansys sur les 10 dernières années, 11 dernières années. C'est ici en termes de temps de mise en place, en termes de temps de calcul. À l'époque où on présentait pour la première fois ce système-là, il avait fallu d'au moins 5 jours de préparation et 24 heures de calcul pour arriver au résultat que vous voyez là. 10 ans plus tard, il m'a fallu une journée de préparation et selon le niveau de pression, le niveau des contraintes, j'ai 20 minutes si je veux pas être précis et j'ai besoin d'1 h 30 de calcul sur un laptop, hein. Donc uniquement là, avec 4 cœurs, mon PC de travail. Donc 1 h 30 de calcul pour arriver à quelque chose de très convenable. Donc pourquoi? Parce que les algorithmes sont plus performants,
l'informatique aussi, en termes de hardware, c'est vrai, mais on va dire que c'est là le changement d'algorithme et l'intégration. Vraiment cette interface que je vous ai présentée, que je peux vous remontrer maintenant, elle est extrêmement performante. Et le fait qu'elle soit unique, en plus, on l'a d'autant plus en main qu'on l'utilise souvent. Mais même malgré ça, quelqu'un qui se lance pour la première fois, il y a tout ce qu'il faut pour l'utiliser de manière purement efficace. On va retrouver plein de choses là-dedans avec des informations, vous voyez ici des messages qui s'affichent pour expliquer qui est quoi. Et puis il y a plein de choses qui sont automatisées en termes de génération de contacts, etc. Donc, pour ceux qui avaient, on va dire, une idée déjà préconçue sur la simulation, mais qui daterait d'il y a plusieurs années, bah, je vous invite à vous reposer peut-être certaines questions là-dessus. Les choses évoluent et largement dans le bon sens. Maintenant, tout ce qui est choc et accélération, donc il y a 2 manières de le prendre en compte. Donc, là, je parle, notamment de tout ce qui est norme 5000 G. Donc, le premier aspect, c'est de le voir d'un point de vue statique, c'est-à-dire j'impose 5000 G, je connais l'accélération, je me base sur la norme et je regarde les contraintes et les déformations. Par exemple, ici au niveau de mon pont balancier, je regarde les contraintes, je regarde s'il y a un risque d'avoir un contact avec la serge du balancier, donc partie statique versus partie rotative. Et ça, c'est une analyse qui est purement statique en fait, puisque une accélération sur une masse, force égale ma, c'est purement du statique. Donc ça vous permet de calculer de manière extrêmement rapide. C'est le cours d'introduction en TIS Mechanical pour les horlogers. Donc c'est pas des choses qui sont complexes. Si maintenant vous le souhaitez, vous pouvez aussi réaliser des études dynamiques dans lesquelles l'accélération, c'est pas un input, c'est un output. Donc vous prenez votre boîte, vous la lâchez à une certaine hauteur et vous simulez l'impact avec ici par exemple la plaque de bois et vous allez regarder les valeurs d'accélération subies par les différents composants. Donc là, il y avait une étude qui avait été réalisée euh, par 4FEM avec un partenaire horloger dans lequel on comparait eh bien, tout ce qui était études expérimentales, donc vraiment réalisées dans la réalité avec un accéléromètre, et études numériques, dans lequel on avait aussi mis l'accéléromètre en termes de masse, en termes de rigidité, pour avoir quelque chose qui soit équivalent. Et on s'était retrouvé sur des courbes qui sont extrêmement bluffantes, puisqu'on retrouve exactement le même pic d'accélération. Et vous voyez, on retrouve cette idée du 5000 G de la norme. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a cette norme-là. Mais attention, hein, ça c'est pour des, on va dire des concepts conventionnels. Si vous avez des boîtes qui sont ultra fines ou des boîtes qui sont extrêmement beaucoup plus rigides, beaucoup plus grosses avec des grosses épaisseurs, selon les designs que vous souhaitez. Euh, euh, et le positionnement de votre maison, eh bien, vous n'aurez pas les mêmes courbes d'accélération. Ça peut être beaucoup moins, ça peut être du 2000 G, comme ça peut être beaucoup plus, ça peut être du 7000 ou du 8000 G. Donc ça dépend vraiment du design. Et de faire cette analyse dynamique, ça vous permet de regarder l'accélération qui correspond à votre produit. Et ça correspond aussi de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Enfin, puisqu'on parle de choc, on peut aussi regarder l'impact entre des pièces lubrifiées. Ici, c'était un exemple qui avait été fait. On peut l'imaginer comme étant par exemple un axe qui va venir en contact avec la partie bleue, avec la partie lubrification, donc l'huile. Donc au niveau du choc, l'onde de choc fait que l'huile va, entre guillemets, alors éclabousser ou en tout cas s'écarter, mais à cause des effets de viscosité, l'huile va continuer à créer un fin filet entre l'axe et l'autre composant. C'est une étude de CFD qui a été réalisée ici. C'est bien de voir ce qui se passe, mais on a plus que cela, je ne l'ai pas montré, mais ce qu'on va obtenir, c'est notamment les effets de force à cause de cette huile qui est mise en mouvement sur les différents composants. Et comme ça, si c'est un axe de balancier, on peut regarder quelle est la force de l'huile sur l'axe de balancier. Ça pourra avoir des effets non négligeables sur la dynamique du système, par exemple. Puisqu'on parle de balancier, je me permets de faire le lien et de vous présenter des études qu'on réalise assez régulièrement sur les balanciers. Donc l'idée, c'est qu'on peut calculer le facteur de qualité du balancier. On va étalonner sur un système donné et ensuite on va calculer des variantes en jouant sur bien une nouvelle géométrie de l'axe, par exemple, en jouant sur un nouveau concept de balancier avec un diamètre différent, par exemple. Donc au niveau du facteur de qualité, il y a des pertes qui vont se faire au niveau des pivots, que nous on va être capable de prendre en compte en calibrant sur un modèle mesuré. Et ensuite, il va y avoir des pertes dites visqueuses, à savoir ce sont les pertes de l'air. Donc
Donc les pertes avec les frottements de l'air sont des pertes qui sont non négligeables, hein. On va parler, selon les balanciers, entre 30 et 50% du facteur de qualité provient de ces pertes visqueuses ici. Donc pour ça, on réalise des études de CFD, on obtient le couple qui va être proportionnel à la vitesse de rotation. Ensuite, on le met dans notre système dynamique, ce couple qui est proportionnel à la vitesse de rotation. On calibre une fois sur la mesure. Vous voyez ici, on nous avait donné les mesures plat pendu. Et l'autre couleur, à chaque fois, c'est celle que nous, on a simulée. Puis on arrive à recalibrer de manière assez rapide sur ces mesures-là. Et ensuite, on n'a plus qu'à étudier les variantes et à guider le concepteur dans sa conception. C'est des calculs qui, dans le passé, prenaient pas mal de temps. On va dire qu'on avait presque pour 8 heures de simulation pour pouvoir faire une dizaine d'oscillations. Maintenant, ça a complètement changé. On est sur une vingtaine de minutes de calcul ou une trentaine au maximum pour pouvoir calculer un facteur de qualité d'un point de vue mécanique ici structurel. Après, on peut travailler sur tout ce qui est guidage flexible. Donc là, c'est pas une pièce horlogère, c'est l'inverse d'une pièce horlogère, on va dire ça comme ça. C'est un pivot flexible, donc pour du spatial. Donc l'idée, c'est qu'il est fixé au niveau des trous que vous avez là-haut. Et puis on a un arbre au centre qui va tourner, pas de beaucoup, d'une vingtaine de degrés pour des mesures par exemple optiques. Et donc pour les gens qui font du spatial, ils veulent pas exciter la fréquence de résonance. Pour vous, si ça doit être un oscillateur, ça doit être l'inverse, vous voulez aussi l'exciter, mais que ce soit dans un cas ou dans l'autre, le processus de simulation sera le même. On va faire d'abord un calcul modal, on va avoir des fréquences propres d'excitation et les modes propres qui correspondent. On sait que si j'excite le système à telle fréquence, il va vibrer comme ça, comme je viens de le montrer en translation. C'est pas un mode qui nous intéresse particulièrement. Et à telle autre fréquence, il va vibrer en rotation. Et ça, c'est un mode qui pourrait nous intéresser, soit parce qu'on veut l'éviter, soit parce qu'on veut l'exploiter. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est si on va lui dire, on va faire, ça prend quelques secondes à calculer, on va lui dire j'impose un couple, par exemple 1 newton millimètre, et je vais faire varier ce couple en fonction de la fréquence, donc amplitude fois cosinus oméga t. Et je vais faire varier l'oméga et je regarde quelle est l'amplitude selon la fréquence. Donc quand j'ai des fréquences propres, que j'excite à une fréquence propre, ben, j'ai des amplitudes qui sont très élevées, théoriquement infini si j'ai pas d'amortissement, mais je peux regarder l'amplitude entre deux fréquences propres, comment ça se passe. Et enfin, derrière, je peux réaliser des études transitoires, donc de regarder vraiment dans le temps comment le système va se déplacer, comment vont être les contraintes. On peut faire des études transitoires sur base modale, c'est-à-dire des choses linéarisées, très simples et très rapides en termes de temps de calcul. Et on peut faire des choses extrêmement précises, ce qu'on appelle du transitoire non linéaire pour ceux à qui ça parle, qui va vraiment prendre toute la complexité du système en jeu. Et donc pour ceux qui ça parlait pas trop, maintenant ça devrait parler. Je suis en train d'exciter mon système à une fréquence donnée qui volontairement est la fréquence de résonance. Donc comme c'est la fréquence de résonance, le système va se mettre à osciller de plus en plus, avoir des amplitudes de plus en plus grandes. Mais comme les amplitudes sont de plus en plus grandes, eh bien la rigidité du système change avec l'amplitude. Et donc je suis en train de décaler ma fréquence propre à cause de ça, puisque la fréquence est dépendante de la rigidité. Comme la fréquence propre est décalée, eh bien elle n'est plus excitée par ma fréquence d'excitation et donc l'amplitude redescend. Comme l'amplitude redescend, la fréquence propre redevient très proche de ma fréquence d'excitation et l'amplitude réaugmente. Donc vous voyez, même des problématiques de yo-yo comme ça, on arrive à le simuler avec un 6. Et ce n'est pas des calculs qui sont complexes ici. On va parler peut-être d'une dizaine ou vingtaine de minutes de calcul pour ça, et pour les autres, c'était quelques secondes. Voilà pour la partie structurelle. Maintenant, je vais ouvrir un petit peu à d'autres physiques, notamment la partie magnétique. Donc, des champs d'excitation, des champs magnétiques autour de nous, il y en a plein. Nous, on veut être robuste par rapport à ces champs magnétiques. Deux possibilités. La première, c'est d'utiliser des matériaux magnétiques. La deuxième, c'est de se protéger du magnétisme environnant. Donc, pour ça, on va passer par le processus d'écrantage qu'on peut simuler par la simulation. Ça nous permettra de bien comprendre ce qui se passe là-dedans.
Donc l'écrantage, c'est quoi? On va mettre notre boîte dans un champ magnétique. Du coup, notre boîte va se charger et va créer une sorte de bouclier magnétique pour le mouvement qui sera à l'intérieur. Comme ça, le mouvement sera épargné des perturbations magnétiques environnantes. Et ça, on peut le simuler et travailler sur le design et les différentes propriétés pour optimiser la protection par écrantage. Maintenant, il y a d'autres problématiques qui sont aussi valides quand vous avez des matériaux amagnétiques, c'est notamment tout ce qui est charge électrostatique. Donc les charges électrostatiques, ça se passe pour tout. Par exemple, la charge électrostatique, c'est ce que vous avez quand vous prenez une règle en plastique avec une peau de chat, vous frottez, vous avez ici cette force qui va être générée. Donc vous voyez que ça n'a aucun rapport avec le magnétisme, puisque la peau de chat n'est pas magnétique, la règle en plastique n'est pas magnétique. Euh, et pourtant, on génère des forces. Et bien ça, on peut le simuler aussi, de regarder quelle va être par exemple la charge électrostatique d'une aiguille sur une autre. Est-ce qu'elle est négligeable? Est-ce qu'elle est conséquente? Quel couple supplémentaire ça va occasionner au niveau tout du système entraînant avec le mouvement. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire là-dessus. Peut-être un dernier point que j'ai pas évoqué au niveau du magnétisme, on peut aussi regarder l'influence du magnétisme sur la fréquence du balancier. Un balancier qui est chargé, il n'aura pas la même fréquence qu'un balancier qui est non chargé. Puisqu'on a pris cette direction-là de magnétisme, on peut aussi simuler les montres à quartz, et notamment le monteur lavé, dont l'objectif ici, c'est de tout simplement optimiser les performances du moteur, hein, donc minimiser la consommation. On va simuler complètement son fonctionnement et regarder bien ce qui va se passer en termes de coupe, en termes d'intensité. Donc ce qui est vraiment à travailler, c'est notamment la forme ici du stator, hein, pour pouvoir transmettre les efforts de manière la plus optimale possible. Puisqu'on a fait un pas aussi sur le quartz, pourquoi pas parler des montres connectées? Ça ne touchera peut-être pas beaucoup de personnes, mais je me permets quand même de l'évoquer. Donc il y a toute une série de possibilités. On peut regarder les aspects thermiques. Donc l'électronique, ça chauffe. Est-ce que cette chaleur-là, elle sera désagréable pour l'utilisateur, celui qui porte la montre, voire dangereuse ou non? Les montres connectées, tout est connecté maintenant, hein, donc la souris est connectée, le casque audio est connecté, la montre est connectée, le laptop est connecté. Donc il faut que le signal soit bien perçu. Donc on va regarder en termes de compatibilité, on va regarder en termes d'intégrité du signal aussi, en utilisant ce qu'on appelle les diagrammes de l'œil. Plus le diagramme est ouvert, plus le signal sera intègre. Et on peut travailler sur d'autres aspects, comme les aspects de charge, par exemple. Ici, sans contact, de pouvoir maximiser la performance du système de charge. Je continue. Je clique au mauvais endroit. Montre connectée. Donc voilà pour la partie mouvement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'avais beaucoup de questions sur la séance précédente, un petit peu moins maintenant. Celles que j'ai, je vais les garder pour la suite. Et je traiterai en fin de présentation. Donc voilà pour la partie mouvement, vous voyez le spectre est très large entre la statique et la dynamique qui sont les deux cas principaux d'application et qui couvrent des champs très vastes et après des études qui vont être un petit peu différentes en termes de physique. Et maintenant je vais passer à la partie habillage ou habillement selon les maisons. Je vais cliquer ici sur boîte, on va commencer avec quelque chose de très intéressant pour le domaine de l'habillage, le processus de chassage, ou au sens large du terme, le processus d'assemblage de la boîte. Donc on peut simuler en très peu de temps, ça fait aussi partie du calcul de l'introduction horlogère sous Antis Mechanical, de venir chasser la glace, de regarder ce qui se passe au niveau du joint ITREL en termes de pression de contact, en termes de déformé, en termes d'élongation plastique, en termes de force de chassage, en termes, si on le souhaite, de force de déchassage. Pareil ici au niveau du fond, de regarder ce qui va se passer en termes de force, en termes de déformation. Ici, c'est un NBR70 que j'ai mis. Et la simulation ici présente, c'est une simulation d'abord d'assemblage. Et après, si vous voyez la déformation, c'est parce que j'ai mis la montre sous pression. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe quand je vais à 100 mètres de profondeur. C'est-à-dire 100 mètres de profondeur, ça fait 10 bars. 10 bars, ça fait 1 mégapascal. Donc j'ai mis toute la boîte sous 1 mégapascal de pression. Et après, je relâche la pression comme si on revenait à la surface et on regarde ce qui se passe. En l'occurrence ici, si je vous montre, là c'est la déformation sous 100 mètres de profondeur. Et après, quand je reviens à la surface,
voyez, il y a des contraintes résiduelles, il y a une déformation résiduelle. Pourquoi? Parce que le fond ici a plastifié. Ça fait partie de l'exercice, il plastifie. On se rend compte qu'il a plastifié dans des zones ici et là, sur lesquelles on va pouvoir retravailler sur la géométrie et arriver à un fond optimum qui se veut être le moins épais possible pour économiser la matière, pour avoir quelque chose de léger et donc d'agréable pour l'utilisateur, tout en ayant quelque chose qui plastifie pas, hein, qu'on puisse aller profond sans avoir après des états de surface qui correspondent pas aux critères de la maison. Donc là ici vous avez, on peut voir à travers des géométries 2D axes symétriques, des coupes, on peut voir en 3D ou en 3D avec des coupes. C'est tout ce que permet de faire le logiciel aussi pour que ce soit facile de bien comprendre et de communiquer aussi en interne sur les différents résultats, sur des personnes qui ne sont pas forcément des personnes travaillant sur la conception ou sur la, ou sur la simulation. Voilà, il n'y a pas besoin d'être expert pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Je vais passer tout de suite à la partie d'étanchéité. Donc, comme on a mis la montre sous l'eau, on va se poser la question, est-ce qu'elle est étanche, oui ou non? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir déterminer les pressions de contact, ici au niveau du joint NBR. On va voir qu'on a des pressions de contact, où est-ce qu'elles sont les plus élevées, voir qu'elles sont autour de 1,4 mégapascal. Sachant que j'ai une pression de l'eau à 1 mégapascal, ça veut dire que j'ai à peu près 40% de marge. Donc, vous voyez, je suis capable de donner un facteur de sécurité. Là où sur un test, je dis j'ai été étanche, oui ou non. Là, avec la simulation, on peut dire oui, je suis étanche de telle valeur. Si c'était 2% de marge, vous voyez, c'est pas. Là, le résultat, il dit pas la même chose que si c'est 40% de marge. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder ce qui se passe en termes de pression de contact. Lorsqu'on augmente la pression progressivement, on va voir que la pression de contact, elle va aussi augmenter lorsque la pression augmente, tout simplement parce que la pression, elle va venir appuyer sur notre joint, le plaquer contre la rainure intérieure, la surface intérieure de la rainure, et donc plus on va être profond, plus on va être étanche, parce que ça va augmenter les pressions de contact. Donc ça, c'est des phénomènes qu'on retrouve à chaque fois au niveau des simulations horlogères. Et on a possibilité de visualiser jusqu'où l'eau va pénétrer. Donc on va le voir là, que l'eau va pénétrer, vous voyez, 1 mégapascal, 10 bars, uniquement jusqu'ici, puisqu'au-delà, on a des pressions qui sont plus grandes que 1 mégapascal. Donc voilà, pour l'étanchéité, on peut faire ça sur tout type de joints, des joints étrelles, des joints durs, des joints souples, des joints O-ring, des joints de forme un petit peu particulière, des boutons poussoirs. Voilà, tout ce que j'ai pas mis, c'est pas parce que je l'ai pas mis qu'on peut pas. C'est juste des sélections qui ont été faites. Donc tout est possible en termes d'étanchéité. Au niveau des bracelets, donc tout type de bracelet, ça peut être des bracelets de type caoutchouc. Donc là, c'est un exemple, on s'amuse juste à le tourner, on va regarder les contraintes, on peut regarder aussi le couple qu'il faut pour faire ça. Et là, c'est un bracelet de type un maillon, hein, donc plus standard, où on va regarder bien déjà en termes de géométrie, comment les maillons vont se positionner les uns par rapport aux autres, et aussi regarder au niveau des liaisons entre les maillons, à quel endroit est-ce qu'on va solliciter le plus chacune de ces petites tiges ici, est-ce qu'il n'y aurait pas un maillon auquel la sollicitation est plus grande que pour un autre, et de regarder si on dépasse ou non les valeurs de contrainte. Donc tout ce qui est à base de caoutchouc, c'est très simple à mettre en place, même si ça peut paraître peut-être impressionnant, je sais pas. Tout ce qui est à base de maillon, c'est un peu plus long, c'est un peu plus avancé comme type d'application, mais en tout cas c'est possible. Voilà. Donc l'idée c'est toujours la même, d'avant de faire des tests physiques, de faire des tests numériques pour pouvoir passer les premières itérations auxquelles il y a toujours quelque chose qui va pas en général, auquel il y a de la place d'amélioration. Et après, une fois qu'on est satisfait à ce niveau-là, on passe sur le test physique. Et on économise comme ça du temps et de l'argent. Tout ce qui est étude de choc, donc là je l'ai montré déjà tout à l'heure, donc je ne vais pas le remontrer, mais ça reste les problématiques standards, donc de regarder la déformation. On peut le regarder aussi au niveau de l'aiguille, et comment l'aiguille va se comporter lors d'un choc. Est-ce qu'elle va venir heurter la glace? Est-ce que elle va induire des mouvements conséquents sur la transmission de puissance, etc. Les ressorts de lunettes tournantes, alors ce sont des ressorts parmi d'autres, hein, même si ce sont des ressorts pour l'habillage, ça fonctionne exactement de la même manière que pour le mouvement. On va regarder la force requise pour la rotation de la lunette, on va regarder s'il y a des risques de plastification ou non.
on va pouvoir calculer en fatigue, se dire voilà combien de tours on peut faire au niveau de la lunette tournante avant qu'on ait rupture. J'ai pas de géométrie ouverte à présenter, mais je pense que sans la géométrie, vous arrivez à visualiser ce que ça signifie et les implications que ça a. Montre magnétique, on a déjà évoqué ce qu'on peut faire là-dessus. En acoustique, donc si vous avez des montres à sonnerie et que vous souhaitez maximiser l'amplitude de votre son, si à l'inverse vous avez des montres qui, à cause des jeux mécaniques, c'est normal qu'il y en ait, on ne peut pas faire autrement, mais font des petits bruits qui sont pas forcément agréables à l'oreille, en tout cas qui correspondent pas à l'image qu'on peut avoir de la marque, des bruits qui font entre guillemets un petit peu cheap ou autre, qui seraient amplifiés par la boîte. Donc à l'inverse, si vous souhaitez minimiser les bruits qu'on entendrait, eh bien, les solutions acoustiques, c'est pour vous. Alors, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. On va tout simplement d'abord exciter le système, comme ici le timbre. C'est pas à l'échelle, je vous rassure, on a amplifié par un facteur, je sais pas combien, 10 ou 20 ou 100, pour qu'on puisse voir quelque chose ici à l'écran. Le timbre, il va vibrer, ou votre pièce mécanique va bouger, et cette vibration-là, elle va être amplifiée par la boîte. Ça, c'est la même chose quand on fait de la guitare, hein, c'est la corde qui vibre, mais au final, si ça fait du son, c'est parce qu'il y a la guitare, hein, c'est pas une corde simple, c'est comme Stradivarius, c'est la qualité du bois, de la taille, qui fait que le son va être plus ou moins amplifié. Donc, ce qui est très important, ce sont les matériaux au niveau de la boîte, les rigidités au niveau de la boîte, et ça va avoir un impact extrêmement important sur le son perçu en termes de fréquence et en termes d'amplitude. Une fois que la boîte va vibrer à cause du timbre, elle va faire vibrer l'air environnant, et c'est pour ça qu'autour de la boîte, vous voyez ces sphères, vous voyez ici à droite ici des résultats. Ce sont les résultats des éléments acoustiques qu'on met sous Ansys. Il y a rien à faire de compliqué, on met juste une sphère et on dit ça c'est l'air. Et donc l'air va conduire ces variations de pression qui proviennent de la boîte, qui proviennent elles-mêmes du timbre, et on met un micro virtuel et on écoute ce qui se passe. On va regarder un spectre de fréquence à un temps donné. Donc pour chacune des fréquences, on a l'amplitude. Donc plus l'amplitude est grande, on peut faire des études comparatives, plus le son perçu sera fort. Et on peut regarder ce qui se passe aussi d'un point de vue transitoire. Il va y avoir notamment les aigus qui vont s'estomper plus rapidement que les graves. Donc en bas c'est le temps, ici c'est la fréquence, et quand c'est rouge, c'est que l'amplitude est élevée. Donc autre fréquence au début, et avec le temps surtout des fréquences plus graves. Donc là, vous avez tous les outils pour au moins faire des études comparatives. Qu'est-ce qui se passe si je change le matériau, l'épaisseur de la boîte, la rigidité, au niveau de la fixation du calibre, par exemple, les études de bride. Euh, donc là, ça vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe, soit pour maximiser le son de votre montre à sonnerie, soit pour minimiser les sons que vous ne voulez pas entendre. Et puis derrière, il y a plein d'outils pour traiter le signal audio, notamment aussi des outils psychoacoustiques, c'est-à-dire que quand on a un son, on peut le trouver agréable, désagréable, strident, rugueux. Tout ça, c'est des choses qui vont nous parler. Puis au logiciel, il y a des outils rationnels qui convertissent. Voilà, un son strident, ça veut dire que en termes de fréquence, ça veut dire ça. Et donc le logiciel est capable de vous dire si le son va être désagréable ou agréable. Ensuite, on a parlé d'acoustique, on va rester sur les sens. Maintenant, on va parler d'optique. Donc l'optique, l'idée ici, c'est pas faire des images pour du marketing. On peut l'utiliser bien sûr comme ça, mais c'est surtout avant tout d'utiliser les lois de la physique, les lois de l'optique. Ici, c'est toujours basé sur les lois de la physique, et pour avoir quelque chose de le plus réaliste possible. Quand est-ce qu'on l'utilise? On va l'utiliser, par exemple, pour vérifier si vous avez une glace bombée, que le cadran soit toujours bien visible. Vous avez des beaux cadrans, vous avez une belle glace, et puis peut-être que l'heure, je sais pas, le chiffre 4, on va mal le lire parce que à cause de la forme de la glace bombée. Et là, on peut faire des calculs en direct basés sur la géométrie, auquel vous modifiez la courbure de la glace et en même temps vous vous rendez compte du rendu. Là, sur la vidéo que vous voyez ici, ça va être l'aspect loop qu'on va venir valider. Il y a beaucoup de loops auxquels, là, sur le 23, on verrait le bord du 3, le bord du 2 de manière déformée. Eh bien, c'est des choses à éviter, et c'est des choses qui sont purement calculables d'un point de vue optique sur la base euh, des propriétés optiques et de la géométrie. Donc, on vient de faire le tour ici de l'habillage. Donc, j'espère que pour vous, les différentes applications, c'était assez clair.
N'hésitez pas à poser vos questions, quelles qu'elles soient, puis j'y répondrai. Et là, je me permets juste de prendre quelques minutes pour expliquer un petit peu en quoi ça vaut le coup pour ceux qui font pas encore de la simulation de se lancer là-dedans. Donc vous avez vu comment ça fonctionne, vous avez vu ce que ça permet d'obtenir en termes de résultats, et maintenant si on se place à une échelle un peu plus macroscopique, voilà comment on va mieux comprendre les phénomènes physiques qui sont en jeu, ça va être vecteur d'innovation. Mieux comprendre les phénomènes physiques, c'est déjà le prérequis pour mieux contrôler les phénomènes physiques. Si vous avez une idée, même si elle vous paraît être farfelue, que vous ne savez pas encore comment la fabriquer, eh vous vous affranchissez de ces problématiques de fabrication. D'abord, vous allez le tester en numérique, voir si ça a du sens ou non. Est-ce que derrière, il y a une performance à glaner au niveau du produit? Donc, c'est voilà, vecteur d'innovation. Une fois que vous avez choisi votre technologie, vous allez pouvoir faire toute une série de variantes. Puis d'une fois que vous avez un calcul qui est effectué, vous voyez ici, si j'ai un modèle, si je veux faire une autre variante, j'ai plus qu'à cliquer, dupliquer, et je vais avoir un nouveau bloc qui va apparaître, et j'ai plus qu'à changer un ou deux inputs et relancer le calcul. Et comme ça, je regarde pour chacun de ces blocs-là le résultat avec un input différent. Donc, au lieu de le faire à chaque fois, fabriquer la pièce, désassembler, réassembler, mesurer, en quelques clics c'est fait, vous avez un très grand nombre de variantes et donc forcément vous allez optimiser votre système et être plus performant. Les temps de développement sont réduits parce que vous n'êtes plus tributaire de la disponibilité matière, plus tributaire de la disponibilité machine ou humaine pour mener les mesures. Vous pouvez automatiser plusieurs variantes, ce qu'on ne peut pas faire manière, dans la réalité, et donc vous aurez un produit qui sera plus rapidement sur le marché. Je dirais plus vite que les fois précédentes, plus vite que les concurrents. L'autre aspect, c'est les coûts réduits. Donc s'il n'y a pas de fabrication, ben, on économise déjà tous les coûts de fabrication, les coûts d'assemblage, les coûts de mesure et les coûts de l'entrepôt, hein, de stockage. Et en termes de qualité, eh bien, la possibilité de bien comprendre ce qui se passe. Vous avez fait une étude d'un point de vue nominal et rien ne vous empêche après de regarder qu'est-ce qui se passe avec un coefficient de frottement un peu plus élevé, une fois qu'il y aura un peu d'usure par exemple, ou que la lubrification sera moins performante. Qu'est-ce qui va se passer si je suis sur la valeur inférieure ou supérieure de tel ou tel rayon géométrique. Et donc, en faisant ces calculs-là de manière très simple, vous allez pouvoir vous assurer de la robustesse de votre produit. Même si vous n'êtes pas au nominal quand vous fabriquez, vous ne serez jamais, eh bien, l'ensemble ou la quasi-totalité des pièces fabriquées vont remplir le cahier des charges. Vous allez réduire les retours et c'est aussi le prérequis pour une amélioration continue. Si jamais vous avez un retour, eh bien, avec la simulation, vous essayerez de reproduire le problème, d'apprendre de cela et de modifier pour d'autres fois derrière. Et on part sur des idées aussi comme ça de digitalisation de la production, où on fait comme si on fabriquait, mais en numérique, avec toutes les variations, et on regarde quel est le pourcentage de pièces qui seront au rebut ou qui seront opérationnelles. Et au-delà de ça, il y a d'autres aspects, je terminerai sur cela. Aspect écologique, moins de fabrication, donc c'est plus écologique. Nous, ce qu'on fait avec un ordinateur, on prend de l'électricité, donc si elle vient des barrages, on convertit l'électricité des barrages et avec quelques clics, on a des modèles numériques. Voilà, on va dire ça. Si on regarde d'un point de vue systémique, c'est ce qu'on fait. D'un point de vue RH, bah, ça peut être aussi très intéressant pour tous vos collaborateurs d'avoir un vecteur de développement. C'est une attractivité aussi supplémentaire à l'embauche. D'un point de vue sanitaire, bon, ben, il y a le contexte qui est malheureux, mais c'est vrai que la simulation permet de favoriser, enfin, est compatible avec le télétravail, distanciation sociale. Et en termes de risque d'accident du travail, à part peut-être la tendinite de l'index droit, c'est assez minime. Et après, en termes d'image, ça dépendra de ce que vous voulez en faire. Il y a des entreprises qui aiment bien communiquer sur tous les développements poussés qu'elles font avec la simulation. Ça fait de très belles images à partager, d'autres qui aiment moins, mais ça dépendra de votre stratégie d'entreprise. Mais ça peut être justement l'opportunité de parler autrement de votre produit et de le placer sous la catégorie innovation, performance et contrôle des phénomènes physiques. Voilà. Pour information, nous on a des formations horlogères dans lesquelles on parle vraiment que d'horlogerie. On va faire presque une dizaine d'exercices, des ressorts, des bascules, des sautoirs, des quantièmes, des rattrapantes, des spiraux, etc. Donc c'est une formation de 2 jours. Pour les gens qui n'ont pas d'expérience avec ANSYS, on rajoute 1 à 2 jours de plus. Et ensuite, les personnes sont vraiment opérationnelles, hein. C'est ça l'idée de faire plein d'exercices pour créer du réflexe,
comprendre ce qui se passe et après dès qu'on retourne dans les bureaux, on est opérationnel. Et ces formations-là, on les fait, soit chez vous, soit chez nous, soit en ligne, tout est possible, soit en mélange des 2, certains en ligne, d'autres en présentiel. Donc si jamais voilà, vous faites pas encore de simulation, bah, hésitez pas à nous contacter. On a tout ce qu'il faut pour vous accompagner et faire en sorte que, bah, ça soit un choix qui soit gagnant et avec, aucun risque derrière puisqu'on c'est des industries qui sont et des problématiques qui sont connues, et on pourra vous montrer tout ça dans le détail si c'est requis. Voilà, je vous laisse me poser des questions. Je viens de finir juste à l'heure. En termes de questions, je vais regarder ce qui se passe. Ah oui, alors on me pose la question en termes de précision. Alors en termes de précision et aussi on parle de matériaux. Donc, 1re chose, en termes de précision, le logiciel ANSYS, c'est un logiciel qui est précis. C'est-à-dire qu'il peut gérer ce qu'on appelle des non-linéarités, c'est-à-dire les changements de rigidité, des contacts qui sont très complexes à prendre en compte. Il y a aucun souci pour ANSYS de gérer tout ça. C'est un logiciel dit haut de gamme, si vous voulez, sur le positionnement, marché logiciel. Donc il y a pas d'imprécision amenée, de manière à pouvoir obtenir un résultat. On peut obtenir des résultats en activant toutes les options de complexité, de gestion des complexités. Au niveau, de la matière, donc ce qui va se passer au niveau horloger, c'est quand on va travailler avec des ressorts, on parle en général d'acier. Un acier, les modules de Young sont très bien connus et surtout varient très peu. Alors, il y a quelques pourcents quand même, de variation, d'un fournisseur à l'autre, mais ça reste quand même des choses qui sont relativement faibles par rapport à d'autres matériaux, d'autres utilisations. En plus, en horlogerie, on n'aime pas plastifier, donc le domaine élastique, ce que je veux dire avec ça, c'est qu'on a déjà les valeurs, on les trouve partout, on les connaît, on a des bases de données aussi écrites dessus aussi et donc là, on aura quelques pourcentages d'écart par rapport à la réalité. On parle de 1 à 2 hein, c'est vraiment extrêmement faible. Pour des choses plus complexes comme le fluage ou la fatigue, bah, là effectivement, on va avoir des variations qui peuvent être un petit peu plus grandes et là, on peut ne pas trouver les courbes, mais il suffit, de générer des tests, ensuite de calibrer, heu, les modèles ANSYS par rapport à ces tests réalisés et ensuite on a ces lois prêtes à emploi. Et pour les utilisations vraiment standards, études de ressort par exemple, c'est la précision est là et toutes les complexités sont prises en compte.